Les océans représentent près de 70% de notre planète. Pourtant, nous sommes bien loin de les connaître. Nous en savons bien plus sur certaines planètes de notre système solaire que sur les grandes étendues d'eau terrestre. Il faut dire que les moyens techniques que nous avons à l'heure actuelle ne nous permettent pas d'explorer aisément les fonds marins. Pour autant, nous avons beaucoup appris sur la faune, la flore et la constitution géologique des sols marins ces dernières années. Afin de mieux se repérer dans cette immensité bleue, les hommes ont divisé les océans en 5 grandes parties: Pacifique, Atlantique, Arctique, Austral, Indien. La profondeur des océans varie selon les territoires et les reliefs sous-marins constitués de dorsales océaniques, de volcans, mais aussi de plaines. Si la profondeur océanique ne s'enfonce pas à plus de 200 mètres par endroit, les abysses peuvent atteindre jusqu'à 11 000 mètres de profondeur dans la fosse des Mariannes, située dans le Pacifique. 1386 milliards de kilomètres cubes. C'est ce que représenterait la quantité d'eau dans les océans. 24 millions de kilomètres cubes proviennent des glaciers et des neiges éternelles. Et tout cela, c'est sans compter les lacs, les étangs, les marais, les cours d'eau ou encore l'humidité du sol ou l'eau présente dans l'atmosphère. L'eau est l'un des éléments les plus importants présents sur notre planète. Mais notre planète n'a pas toujours ressemblé à ce que nous connaissons aujourd'hui, loin de là. Si on parle à l'échelle planétaire et que l'on voit l'océan mondial comme un grand tout, une seule et même unité, alors vous devez savoir que 50 à 80% des espèces de notre monde s'y trouvent. Il génère également une grande part des services écosystémiques de notre planète. C'est-à-dire que plus de la moitié des fonctions écologiques, oxygénation de l'air, séquestration du carbone, recyclage des nutriments, constitution d'une biomasse, nécessaires à la vie sur Terre, nous viennent des océans. C'est aucun doute une bonne raison de le préserver et de prendre grand soin de cette ressource inestimable. Mais c'est aussi une très bonne raison de chercher à en savoir davantage sur lui et notamment sur son histoire. C'est ce que je t'invite à découvrir dans cette vidéo. Notre histoire et la sienne sont étroitement liées. Chers voyageurs, bien le bonjour. Aujourd'hui, nous partons pour une longue expédition dans le passé afin d'explorer les fonds marins avant notre ère. À quoi pouvaient ressembler les animaux aquatiques qui ont parcouru les eaux terrestres des millions d'années avant nous? As-tu une petite idée de ce à quoi pouvait ressembler l'océan mondial à la préhistoire? À ton avis, est-il si différent de ce que l'on connaît ou imagine aujourd'hui? Pour le savoir, installe-toi confortablement. Pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Notre épopée commence maintenant. « 3 milliards de tonnes d'eau. C'est sans aucun doute ce qui a valu à la Terre le surnom de planète bleue. Pourtant, elle n'a pas toujours connu une telle opulence en eau. Il y a une petite poignée de milliards d'années, elle n'était encore que de la roche. Si l'on n'est pas encore totalement sûr et certain de la date anniversaire de la naissance de l'océan, on sait depuis 1999, grâce à la découverte d'un zircon, que l'eau était déjà présente en quantité il y a 4,5 milliards d'années. En effet, la cristallisation de ce minéral nécessite obligatoirement l'élément eau à l'état liquide. Or, ce zircon fêterait ses 4,4 milliards de bougies. Outre son âge assez impressionnant, ce zircon devient la preuve indiscutable que l'eau était bel et bien présente durant cette période. En revanche,
Remonter encore un peu plus en arrière et trouver une preuve irréfutable de la date à laquelle le premier océan, l'océan primitif, s'est formé est encore difficile à trouver. Les éléments à l'origine de la création de l'océan font également encore débat auprès des grands noms de la science. Il y a pour ainsi dire deux équipes, deux camps, deux hypothèses qui sont toutes les deux parfaitement plausibles. C'est pourquoi le débat reste ouvert encore aujourd'hui, même si certains éléments d'étude et de recherche permettront sans doute prochainement d'éclaircir ce mystère. La première hypothèse évoque un dégazage volcanique brutal et avance le fait que la Terre contenait déjà une certaine quantité d'eau enfouie dans ses entrailles. L'eau terrestre était intégrée au magma même de nos couches terrestres profondes. Les météorites, lorsqu'elles entraient en collision avec la Terre, apportaient également cet élément essentiel à la vie, l'eau. La Terre, dans les premiers millénaires, est très différente de ce que l'on connaît aujourd'hui. Ni l'eau, ni même l'oxygène ne sont présents. Elle n'est que roche, un énorme caillou au milieu de l'univers sans vie. Elle est sans cesse bombardée de toutes parts. Paradoxalement, ce sont ces collisions et ces multiples impacts qui ont permis de déclencher certains événements. Au départ, les planétoïdes qui se ruent sur la Terre et la bombardent sans cesse vont provoquer un réchauffement et la fusion de la roche. Après plusieurs milliers d'années et plusieurs combinaisons d'événements, la Terre va pouvoir commencer à se refroidir en surface. Elle reste encore très chaude et sous haute pression, mais elle n'est plus incandescente. Si la Terre est une véritable roche en fusion, elle est aussi criblée de volcans. Comme tu as pu le voir, la croûte originelle de notre planète a été bombardée à maintes reprises par des météorites, et cela a fini par entraîner des conséquences, réveiller les volcans et bousculer les geysers. Imaginez toute cette pression et cette chaleur évacuées d'un seul coup partout sur la Terre. La vapeur qui se dégage est alors colossale et forme des nuages gargantuesques. Lorsque la Terre a enfin commencé son refroidissement, tous les paramètres étaient réunis pour laisser ces nuages se délester de leur eau. Un déluge d'eau, jour et nuit et jour durant plusieurs millions d'années. Des pluies torrentielles s'abattent sur la Terre. Les océans, les lacs, les rivières apparaissent enfin. La planète dévoile un nouveau visage. Mais pour certains scientifiques et géochimistes, cette théorie ne tient pas la route, tout du moins pas sur tous les points. Et ils en veulent pour preuve la Lune. Et oui, tu ne le sais peut-être pas, mais selon les scientifiques, notre satellite serait finalement un petit éclat de notre planète. L'impact d'une protoplanète connue sous le nom de Theia contre la proto-Terre aurait créé un anneau de débris qui s'est finalement rassemblé en un seul satellite naturel, la Lune. Or, si cette hypothèse est vraie, cela signifie également que si l'eau avait été naturellement présente sur Terre, elle aurait dû être vaporisée et intégrée au nuage de débris qui a permis de former la Lune. Malgré les années, on trouverait une présence de cette eau sur la Lune. Or, ce n'est pas le cas. Elle n'est qu'une roche sèche sans aucune goutte d'eau, ni en surface ni dans la roche, sous quelque forme que ce soit. Si cette hypothèse se vérifie au fil des recherches en astronomie et en physique, elle signifierait que l'eau n'aurait pas jailli seulement des profondeurs, mais aurait été apportée en majorité par le ciel grâce aux météorites, aux comètes et aux astéroïdes lors d'un événement connu sous le nom de grands bombardements tardifs. La plupart d'entre elles contenaient de la glace, 10% au minimum, ce qui expliquerait alors l'arrivée de l'eau sur Terre. Le dénominateur commun de ces deux hypothèses reste le rôle des éruptions volcaniques et des geysers sur la formation des nuages. Les collisions et la pression à l'intérieur de la roche
sont telles que la planète va laisser entrevoir des failles afin d'évacuer la chaleur interne qu'elle a emmagasinée. Éruptions volcaniques et geysers entament alors leur balai. Tour à tour, ils se lancent dans cette effervescence bouillonnante massive. Des nuées de gaz et de vapeur d'eau sortent de la Terre partout. La planète semble prête à imploser. L'eau, grâce au ruissellement, lessive la roche et se charge en sel. Les océans ont mis environ 150 millions d'années à se former. Ils étaient alors fortement chargés en fer et la couleur verte prédominait. L'eau abonde et permet de poursuivre le refroidissement de la planète et notamment de la lave. Les roches granitiques flottent alors sur le manteau terrestre, ce qui entraînera la tectonique des plaques et la dérive des continents. Lorsque l'on dit que l'eau est nécessaire à la vie, on ne pense pas si bien dire. Elle est à l'origine de nombreux autres phénomènes, dont la tectonique des plaques. À cette époque du Cambrien, lors de la première phase du Paléozoïque, l'océan Iapetus sépare l'Amérique du Nord de l'Amérique du Sud et de l'Afrique qui était soudée entre elles, le tout appelé Gondwana. L'océan Réique sépare quant à lui la côte africaine du continent baltique. D'autres océans, comme la Pantalassa et le Paléothétis, couvrent une très large surface qui sépare la Chine du Nord et la Sibérie. Au fil des millions d'années, les continents se sont écartés, les océans se sont étendus et ouverts sur d'autres. Les terres se détachent et de micro-continents naissent. C'est le cas au Dévonien de l'Avalonia qui regroupe le Canada, l'Angleterre, le Pays de Galles, la France ou encore le Danemark. Au Carbonifère, la Chine du Nord s'amenuise et se retrouve isolée des autres continents et micro-continents. Le Permien amorce de nouveaux mouvements qui tentent à rapprocher les terres entre elles pour former la Pangée. Au Trias, l'océan Téthys est entaillé. Il entame une ouverture qui le mènera à l'océan Atlantique en disloquant la Pangée. Des subductions de plaques, c'est-à-dire lorsqu'une plaque glisse sous une autre et des orogenèses, ces mouvements de plaques qui mènent à la formation des montagnes, poursuivent le modelage de la planète et lui confèrent un nouveau visage au fil du temps. L'activité des dorsales océaniques maintient un niveau marin élevé. Des mers peu profondes recouvrent certains continents. D'autres phénomènes provoquent des coulées de basalte. Les continents se détachent un à un. La terre et l'eau semblent en mouvement perpétuel. Chacun de ces mouvements mènera les continents un peu plus à la dérive pour former le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. L'éon paléozoïque, et d'autant plus la première période du Paléozoïque, le Cambrien, marque un réel tournant de la vie sur Terre. Jusqu'ici, les organismes unicellulaires sont les seuls à peupler notre planète. Aucun d'entre eux n'a de cellules particulières qui permettraient par exemple de produire des organes internes. Ce sont des êtres protozoaires à corps mou. Ils se nourrissent via la membrane cellulaire, qui est leur propre corps. Le Cambrien marque un changement extraordinaire et sans précédent, la naissance des organismes pluricellulaires. Outre l'apparition de ces nouveaux êtres vivants, le Cambrien est également synonyme d'explosion de vie, tant celle-ci prolifère durant cette période. En résumé, ce que tu dois retenir sur l'ère cambrienne, c'est que la vie grouille et se diversifie un peu partout sur le globe. Les animaux sont encore très largement des organismes à corps mou, mais leurs cellules différenciées leur permettent de s'adapter à leur environnement et d'évoluer. Des organes internes et externes spécifiques font leur apparition. Yeux, pattes, antennes, système buccal, système digestif,
système nerveux. Une chaîne alimentaire se met également en place et favorise ainsi le développement de la vie dans l'océan. Le Cambrien est une période charnière, un élément clé de notre histoire. L'ère cambrienne, tu l'auras compris, fait prendre un nouveau tournant à notre planète. Le Cambrien marque le début de l'ère primaire, mais aussi et surtout une explosion de vie sous-marine. Les organismes se développent, ils se multiplient, ils évoluent et s'adaptent à leur environnement et à un nouveau mode de vie. Certains d'entre eux vont s'équiper d'un squelette, d'autres de coquilles ou bien de carapaces. Pour ces animaux, c'est une nouvelle manière d'aborder l'environnement et de lutter pour leur survie. Mais pour nous, les hommes, cela signifie également que l'on pourra trouver bien plus tard des traces de leur vie sur Terre. Ce n'était pas le cas avant. C'est pourquoi c'est si difficile encore aujourd'hui de déterminer l'étendue de la vie sous-marine au Précambrien. Mais il y a 540 millions d'années, une nouvelle forme de vie se développe sous l'eau. Ils peuvent enfin laisser des empreintes de coquilles ou des traces de leur squelette, des éléments qui vont se fossiliser avec le temps et devenir les premiers témoins de l'histoire sous-marine. Pour découvrir cette histoire et rencontrer tes premiers organismes vivants cambriens, je vais t'emmener au Canada. C'est là qu'une roche datée de 525 millions d'années a offert ses plus beaux trésors préhistoriques. Lorsque l'on parle d'animaux préhistoriques, on évoque bien plus facilement le Jurassique, le cinéma aidant, ou bien le Crétacé. Pourtant, bien d'autres animaux, tout aussi fantastiques et importants, ont marqué l'histoire de la Terre. Partons maintenant pour le Canada. Nous voici aux montagnes rocheuses du Yoho National Park, sur la pente occidentale du mont Stephen au Canada. C'est ici qu'en 1909, Charles Doolittle Walcott, un paléontologue britannique, a fait une découverte absolument incroyable. Il y avait un tel vivier d'animaux marins fossilisés qu'on lui a donné un nom, la fosse marine de Burgess. La quantité est importante, près de 65 000 spécimens de fossiles en tout et pour tout, appartenant à 120 espèces différentes. Mais la qualité est également tout aussi spectaculaire. La majorité des fossiles sont un peu abîmés. C'est rare d'avoir un squelette entier et parfaitement conservé. Le temps a fait son œuvre et les changements géologiques et climatiques ont inévitablement eu un impact sur les restes du passé. Pourtant, dans la faune de Burgess, le temps semble s'être arrêté. Les empreintes sont remarquables, car on peut voir également les parties molles de l'animal en question, ce qui est très rare. Le phénomène s'explique par une décomposition au ralenti des animaux. Les schistes dans lesquels ont été retrouvés les fossiles ne se sont pas formés petit à petit, mais à travers des séries de coulées de boue brutales et intenses. Les parties molles étaient isolées de l'oxygène contenu dans l'eau, ce qui a ralenti la décomposition des corps. Un enfouissement rapide et une décomposition lente, c'est le combo gagnant pour préserver des fossiles sur des millions d'années. Maintenant que tu as pris connaissance de ces premiers fossiles, nous allons faire un bond dans le passé. Tu es prêt à te rendre dans le Cambrien ? Comme tu peux le voir, les choses paraissent bien différentes. La température du globe est en moyenne de 25 degrés Celsius. Si ce genre de climat semble clément, la vie sur le sol terrestre n'existe pas. Observe les continents. Tout n'est que roche, vide et solitude à perte de vue. Cela s'explique assez facilement. À ce moment-là de notre histoire, la couche d'ozone est si mince qu'elle ne protège pas la planète des rayons ultraviolets du Soleil. Le moindre espoir de vie qui aurait pu pointer le bout de son nez à la surface serait mort,
victime de notre astre solaire. Les eaux sont relativement chaudes. Malgré des conditions plutôt difficiles, elles ont tout de même permis à la vie de proliférer. C'est encore impossible sur le continent, mais l'océan, quant à lui, regorge de spécimens marins en tout genre. Les premiers animaux fossilifères, c'est-à-dire capables de laisser des traces fossiles, arrivent dans l'océan. Qui aurait cru que l'invention de la coquille et de la carapace soit si marquante ? Les invertébrés sont rois et peuplent la majeure partie des mers chaudes et peu profondes. Les premières algues vertes se développent comme tu peux le voir. Ce sont des algues unies ou pluricellulaires. Elles se limitaient aux rives et aux lignes de côte où elles formaient un tapis ras comme nos bryophytes modernes. Ces algues servent de base alimentaire pour un grand nombre d'espèces. La nature met en place les premières chaînes alimentaires avec des consommateurs primaires, végétariens, et secondaires, carnivores et prédateurs. Enfonçons-nous dans les eaux chaudes du Cambrien pour découvrir ces fonds marins. Tu peux apercevoir des vers, des éponges, des mollusques et des échinodermes. Ces grands groupes de la classification animale sont encore présents aujourd'hui. Mais il y a des groupes qui n'ont pas survécu et ont fini par disparaître. Ce sont eux que nous allons voir en premier. Commençons par le trilobite. Les trilobites doivent leur nom à la forme de leur corps. Ils sont constitués d'un lobe médian et de 2 lobes latéraux. Ils vivent près des fonds marins. Ils ne sont pas faciles à voir dans ces fonds. Voici un spécimen de petite taille, 5 cm environ. C'est un Cotecops fernandini. Certains membres du groupe des trilobites sont bien plus petits, 1 mm seulement. D'autres spécimens plus grands peuvent atteindre 70 cm. Ce Cotecops fernandini paraît bien fragile dans cet environnement complexe et primitif. Il est pourtant parfaitement adapté à son milieu. Ses yeux sont dotés de nombreuses facettes qui lui permettent de voir à 360 degrés. Impressionnant, non ? Cette faculté lui a sans aucun doute permis de faciliter ses recherches pour se nourrir plus facilement. Il aurait sans doute pu survivre malgré l'extinction de masse qui est survenue à la fin du Permien, dernière phase du Paléozoïque, dans les eaux salées de l'océan. Malheureusement pour lui, il ne s'est pas aventuré dans les eaux douces et n'a donc pas survécu. Voici un autre membre du groupe des arthropodes. Il s'agit du Yohia tenuis. Il est très petit, entre 7 et 23 mm seulement, donc difficile à apercevoir, mais en t'approchant d'un peu plus près, tu devrais pouvoir en rencontrer. Ils étaient assez nombreux dans cette contrée de l'océan. Ils occupaient les fonds sablonneux et boueux. Ce petit animal a quelques atouts pour pallier à sa petite taille, notamment un bouclier crânien et 13 tergites. Les tergites sont des sclérites, c'est-à-dire des plaques en polycristallin. Elles se sont durcies grâce à un processus que l'on appelle la sclérification. Les tergites sont des sclérites qui sont situées à un endroit particulier du corps de l'animal, on les retrouve sur le dos et elles enserrent son abdomen. Notre spécimen de Yohia tenuis compte 13 tergites. Les 10 premières, comme tu peux le voir, se terminent en forme de pointe sur les flancs. Les 3 dernières forment un tube qui protège donc entièrement cette partie du corps. Sa queue, quant à elle, est en forme de pagaie. Pour se nourrir, il utilise les petits appendices que tu vois au niveau du crâne. Il ressemble à de petites pattes coudées et des sortes de doigts aux extrémités. Il pouvait ainsi parvenir à capturer des proies, se nourrissant uniquement d'animaux morts. Voici maintenant le dernier du groupe, le Canadaspis. Il n'en est pas pour autant le moins important, car il semblerait que ce soit l'un des plus vieux crustacés. Comme tu peux le voir, il se déplace en marchant sur le sol marin. C'est un mangeur benthique. Il utilise ses appendices pour remuer la boue
et trouver de quoi se nourrir. Voyons maintenant un autre groupe, celui des Archaeocyathata. Les Archaeocyathata sont les premiers métazoaires constructeurs de récifs. Un récif est une chaîne d'organismes vivants, comme les récifs coralliens que nous connaissons. Les Archaeocyathata ne sont pourtant pas des coraux, il ne faut pas les confondre. Ce sont des éponges calcaires. L'éponge est constituée d'un calice, sorte de cône poreux emboîté l'un dans l'autre pour former une muraille interne et externe et ainsi protéger l'organisme vivant à l'intérieur. Certains spécimens occupent tout le calice. D'autres organismes n'occupent que la partie supérieure du calice. Il existe de nombreuses espèces dans ce groupe. Ces éponges se nourrissent par filtration. Le zooplancton, le phytoplancton et les particules organiques en suspension constituent son régime alimentaire. Fragiles, ils ne peuvent survivre que sous des conditions très strictes. Ils ne supportent aucun changement de température, de salinité, la teneur en sel, et de profondeur. C'est sans aucun doute ce qui a conduit l'espèce à sa perte. C'est sans doute le premier super prédateur de notre planète. L'anomalocaris n'est pas très esthétique et manque un peu de charme, mais pour se nourrir, mieux vaut être puissant, habile, rapide ou fin stratège que mignon. Cette étrange crevette mesure environ 1 mètre de long. Anomalocaris a 2 gros yeux noirs qui lui offrent la possibilité d'interagir avec son environnement. Sa vue n'est pas très nette et il ne perçoit sans doute pas très bien le paysage de loin, mais ses yeux lui permettent de débusquer ses victimes. Sa bouche est un vrai coupe-gorge. Elle est dotée des plaques osseuses tranchantes pour broyer ses proies. Remontons à la surface et laissons cet Anomalocaris vaquer à ses occupations. Il symbolise parfaitement l'énorme bond évolutif des organismes vivants depuis le Cambrien. Nous allons quitter l'ère du Cambrien pour partir à la rencontre des animaux aquatiques de la prochaine ère, l'Ordovicien. L'Ordovicien est le second des 6 systèmes géologiques qui composent le Paléozoïque. Différencier les couches géologiques permet de mieux comprendre et appréhender le milieu dans lequel on se trouve. Jusque dans les années 1800, le Cambrien précédait le Silurien. Puis, en 1879, Charles Laporce comprend qu'une autre phase réside entre les deux. L'océan global et la Terre se sont refroidis. De vastes réservoirs de pétrole et de gaz ont fait leur apparition. On note également une nouvelle explosion de la biodiversité sous-marine. C'est pourquoi il était essentiel de la différencier des 2 autres. Sur l'échelle du temps géologique, l'Ordovicien se situe sur une période comprise entre moins 485 à moins 443 millions d'années. Le Baltica et le Laurentia vont entrer en collision. Vers la fin de cette période, le Gondwana était proche du pôle et largement recouvert de glaciers. À ce moment-là de l'histoire de nos océans, le niveau des mers est plus élevé qu'au Cambrien et les températures ont quelque peu augmenté pour atteindre les 30 degrés Celsius à la surface du globe. Le nombre de genres et de familles d'êtres vivants a triplé, voire quadruplé, par rapport à l'époque précédente. Ce qui marque également l'arrivée de l'Ordovicien est l'apparition du Lapetognathus fluctivagus. Il fait partie de la famille, aujourd'hui disparue, du conodonte. Cette espèce ressemble finalement à une espèce que l'on connaît aujourd'hui, l'anguille. Ce qui permet de la différencier, ce sont sa tête et ses dents. Durant longtemps, les seuls fossiles retrouvés étaient justement sa dentition. Dès lors, difficile d'imaginer le reste de son corps à partir d'une simple mâchoire. Depuis, nous avons quelques éléments qui ont permis de définir la partie molle et ainsi d'estimer qu'elle s'apparente à une sorte d'anguille. Bien que l'espèce possède des dents, les scientifiques pensent que celles-ci servaient surtout de filtre pour se nourrir de plancton. Après étude du corps, il s'avère peu probable que l'animal se classe dans la catégorie prédateur.
D'autres groupes, déjà apparus au Cambrien, mais encore très peu nombreux, se développent durant l'Ordovicien. C'est le cas des brachiopodes articulés, des céphalopodes, des crinoïdes, des ostracodes, des biozoaires, des graptolites, des conodontes, comme nous avons pu le voir précédemment, et bien sûr des coraux. Les premiers ectoprotes apparaissent dans le même temps. Ce sont ce que l'on appelle des animaux mousses. Ils sont sessiles et vivent de manière fixe sur un élément rocheux, par exemple. Le corps d'un ectoprocte rassemble un très grand nombre de petits animaux appelés des zooïdes. C'est ce que l'on appelle une colonie. Chaque zooïde vit dans une petite loge faite de calcaire. C'est ces loges, reliées les unes aux autres, qui forment le squelette de la colonie. Les colonies peuvent prendre différentes formes, semblables aux coraux, à de la mousse ou bien encore à de la dentelle. Les coraux étaient jusqu'ici isolés, ils vont commencer à se développer plus largement. Tu vois apparaître ici les premiers récifs de corail de l'océan. Comme tu l'imagines, ces récifs abritent la vie. Tu peux dénicher près de ces coraux primitifs les premiers bivalves. Si la famille des bivalves existe déjà au Cambrien, elle évolue et se développe largement à l'Ordovicien. La coquille d'un bivalve est composée de carbonate de calcium et comprend deux parties, généralement similaires, coquille équivalve, que l'on appelle valves. Celles-ci sont jointes le long d'un de leurs bords par un ligament souple. Une forte augmentation de la diversité des espèces de bivalves s'accompagne de l'apparition des dentitions d'isodontes, hétérodontes et taxodontes. Chez les bivalves, on peut reconnaître le Raffineschina en demi-cercle ou le Modiolopsis plus allongé. D'autres mollusques comme les gastropodes se développent. Cette classe de mollusques est caractérisée par la torsion de leur masse viscérale. Ils présentent une très grande diversité de formes, mais peuvent se reconnaître généralement par leur coquille dorsale torsadée et univalve, caractéristique lorsqu'elle est présente. Ils possèdent un pied et une tête distincts. Leur pied est aplati en une large sole ventrale, ce qui en font d'excellents nageurs. Leur tête, elle, comporte des yeux et une radula. Voici ici un Strepsodissus et un peu plus loin, un Chipewella, tous deux des escargots aquatiques. J'aimerais maintenant te présenter un autre animal à coquille, mais celui-ci est bien supérieur en taille et reconnu pour ses prouesses de chasse. Les orthocères atteignaient des tailles démesurées. Tiens, voici d'ailleurs l'un des plus grands orthocères de sa catégorie, l'orthocère géant. Il porte bien son nom. Si la loge d'habitation du céphalopode pouvait atteindre 2 mètres de long, la coquille, elle, avoisinait les 10 mètres. Cet orthocère est plutôt impressionnant. Il était un prédateur redoutable et s'est rapidement hissé au sommet de la chaîne alimentaire. Il pourrait être assimilé à un poulpe ou un calmar gigantesque. Pour chasser, il se servait de ses tentacules afin de capturer sa proie. Ensuite, il la dévorait avec son bec. Vivant en eau profonde, cet animal avait une très mauvaise vue. Mais comme pour la majorité des êtres vivants dans ce cas, d'autres sens compensent ce handicap. Chez lui, c'est l'odorat. Il sent de très loin ses futures victimes qui deviennent alors son mets du jour. Nous n'avons pas beaucoup vu de vertébrés jusqu'ici. Même si les mollusques sont très présents, les vertébrés se font une place de plus en plus importante dans l'océan. Voici l'un d'entre eux, un poisson du genre Agnates. Cela signifie qu'il n'a pas de mâchoire, mais il n'a aucun mal à se nourrir pour autant. La bouche du Sacabambaspi janvieri était bordée de près de 60 rangées de petites plaques buccales osseuses qui étaient probablement mobiles afin de fournir une action d'aspiration efficace grâce à l'expansion et à la contraction de la cavité buccale et du pharynx. Il ressemble un peu à un tétard avec sa grosse tête, son corps plat
et sa queue frétillante. Un gros tétard de 25 cm de long. Nous venons à peine de débuter ce voyage et pourtant, les événements se compliquent déjà sur Terre comme en mer. À la fin de cette période, la planète connaît la première extinction de masse et la deuxième plus grande importante jamais connue. Entre 60 et 80% des espèces marines disparaîtront. La cause ? Une diminution drastique du CO2 atmosphérique conduisant à un refroidissement global. Effectivement, l'un des facteurs empêchant les périodes glaciaires à cette ère est la forte concentration de CO2 dans l'atmosphère qui était à l'époque de 8 à 20 fois supérieure au niveau pré-industriel. Il est difficile d'établir la cause exacte, mais une hypothèse plausible est que les plantes non vasculaires s'installent et se développent sur la Terre lors de l'Ordovicien supérieur. Cette modification majeure de la biosphère aurait accéléré le processus d'altération des silicates sur les continents. Ce processus, en fixant de très grandes quantités de dioxyde de carbone, aurait conduit à la baisse des températures de la Terre et au développement des calottes polaires. Les conséquences se poursuivent puisque les étendues de glace augmentent l'albédo de la Terre, réfléchissant davantage les rayons du Soleil, aggravant donc la baisse des températures. Une autre théorie est qu'une grande activité volcanique continentale a provoqué des écoulements basaltiques dans la province ignée du Cassien. Ce basculement est à la transition entre une période où les masses continentales étaient très dispersées et où régnait un climat chaud et une période froide qui débute au cours du Cassien et va culminer avec la glaciation hirnancienne provoquée par la migration du supercontinent du proton Gondwana vers le pôle sud. Ces activités volcaniques auraient dégagé de grandes quantités de CO2 dans l'atmosphère et auraient remplacé les roches granitiques par des plaines basaltiques. Le problème ? Les roches basaltiques s'érodent bien plus vite que les roches granitiques, c'est-à-dire qu'elles stockent beaucoup plus de CO2 atmosphérique. Rapidement, le niveau de CO2 atmosphérique a diminué, passant en dessous des niveaux de préactivité volcanique. Quoi qu'il en soit, cette glaciation a provoqué la chute du niveau des océans de plusieurs centaines de mètres. Les températures moyennes à la surface du globe passent de 30 degrés à 10. Les créatures qui avaient élu domicile dans les profondeurs océaniques auraient donc assisté au refroidissement et au rétrécissement de leur habitat et se seraient retrouvées sans issue. Le taux de disparition de familles d'animaux marins dans la partie supérieure de l'Ordovicien, sur environ 20 millions d'années, est le plus élevé jamais enregistré au cours de l'histoire de la Terre, et il est de l'ordre de 20 familles par million d'années. La glaciation a duré entre 1 et 35 millions d'années. Les survivants auraient eu beaucoup de mal à se rétablir dans ces eaux chimiquement hostiles. Une fois que le niveau des océans a recommencé à augmenter, les niveaux d'oxygène dissous dans l'eau ont quant à eux diminué, ce qui aurait eu pour effet d'augmenter l'absorption des métaux toxiques dans les océans. Cette anoxie aurait tué une grande partie des survivants de la première vague d'extinction. À la suite de cette extinction survient une nouvelle phase géologique, le Silurien. Au fil des millions d'années, le CO2 est petit à petit réinjecté dans l'atmosphère terrestre, réchauffant la planète en mettant fin à la période glaciaire. Après cette extinction de masse, la vie prolifère à nouveau dans l'océan. Elle prolifère et se diversifie. On peut admirer des récifs coralliens, notamment près des côtes de l'océan Pathalassa et de celles de Paléothétis sur des fonds de mer peu profondes. Le climat est doux, 20 degrés au thermomètre. Les coraux, notamment le rugueux et le tabulé, se plaisent en mer. Le premier a un squelette calcaire, un élément rocheux. Il était solitaire et devient de plus en plus colonial, d'où la constitution de récifs. Pour le second, son exosquelette, un squelette externe, est en calcite. As-tu remarqué le poisson qui vient nous fausser compagnie en se mouvant derrière les coraux ? C'est le Pharyngolepis obloncus. Il fait partie de la famille des anapsides. Il mesure environ 25 cm. S'il a des nageoires anales et caudales, il n'a pas de nageoires pectorales, mais des épines osseuses.
C'est sans doute un moyen de se protéger des prédateurs pour ce poisson qui se nourrit au sol dans les fonds marins. Un peu plus loin, tu vas pouvoir voir un autre genre de poisson qui peuplait également cette partie des océans. Ces poissons sans mâchoire font partie des espèces qui ont vécu dans les eaux salées, mais également dans l'eau douce des rivières. Remarques-tu le bouclier crânien de cet Atelaeaspis tessellata? Malgré sa forme d'aiguille sur une bonne partie du corps, il est bel et bien un poisson. Il a 2 nageoires qui lui permettent de se mouvoir dans l'eau. On retrouve également d'autres poissons du même type, comme le Cephalaspis qui apprécie les estuaires. Il fait partie des détritivores. Loin d'être au sommet de la chaîne alimentaire, il se protège des prédateurs grâce à son bouclier crânien, mais ce n'était pas sa seule utilité. En effet, son bouclier possédait des plaques sensorielles le long du bord et du centre, qui étaient utilisées pour détecter la présence de vers et d'autres organismes fouisseurs dans la boue. Mais, durant cette période, il n'y avait pas que des poissons sans mâchoire, bien au contraire. L'un des éléments marquants du Silurien, c'est justement l'apparition des mâchoires chez les poissons vertébrés. Les premiers à être constitués de cette fameuse mâchoire qui débute à partir du 2e arc branchial sont les acanthodiens aux nageoires en épines et les placodermes dont l'avant du corps est enfermé dans une carapace osseuse. Certains de ces poissons avaient un squelette osseux, d'autres plutôt cartilagineux. Ils sont nombreux et très diversifiés dans cette branche. Tu peux voir ici des Cheracanthus murkisoni. Mais nous allons fixer notre attention sur ce Climatius. C'est un requin épineux. Plutôt bon nageur, il était aussi un fin chasseur. Il se nourrit principalement d'autres poissons, mais ne fait pas la fine bouche face à un crustacé. Ce qui est assez surprenant chez lui, ce sont justement ses mâchoires. La mâchoire inférieure est équipée de multiples dents acérées. Au moindre signe d'usure, les dents tombent pour laisser place à une nouvelle dent, parfaitement aiguisée. La mâchoire supérieure, quant à elle, est totalement dépourvue de dents. Une autre catégorie de créatures marque le Silurien. Ce sont les Euryptérides. Ils existent déjà à l'Ordovicien, mais le Silurien constitue leur heure de gloire. C'est à cette période qu'ils sont les plus nombreux et surtout les plus variés. Voici l'un d'entre eux, un Acutyramus. Ce beau spécimen mesure déjà 2,5 mètres. C'est le plus grand arthropode connu jusqu'ici. En plus d'avoir des dimensions plutôt extraordinaires, il avait une technique de nage rapide et efficace. Sa dernière paire de pattes constituait de véritables pagaies, tandis que son abdomen ondulait pour le faire gagner en vitesse et en mobilité. Pour ce qui est de se nourrir, il avait également quelques atouts pour se débrouiller en mer. Ses chélicères, de petits appendices situés sur le crâne en forme de crochet ou de pince selon les espèces, sont blottis sous sa tête lorsqu'il est au repos. Mais en cas de faim, il les projette sur sa proie. Ces 2 céphalopodes devraient sans doute se méfier. Le Phragmoceras eurystoma et le Phragmoceras dubium arborent une jolie coquille incurvée en forme de bonnet phrygien. Mais elle ne sera d'aucune utilité face aux monstres qui rôdent dans ces eaux-là. Les poissons cuirassés ont fait leur grande entrée. Ces poissons présentent une épaisse cuirasse osseuse sur la tête et le thorax. Les plaques de cette cuirasse leur permettaient de protéger leurs organes vitaux, comme les yeux, le cerveau, le cœur, etc., des attaques des prédateurs et peut-être parfois même de leurs congénères. Ces poissons n'étaient pas très difficiles. Ils fréquentaient aussi bien les récifs, les deltas, que le grand large. Leurs régimes alimentaires étaient tout aussi variés. Certains étaient brouteurs d'algues, d'autres broyeurs de mollusques, d'autres encore carnivores. Antelognathus primordialis est l'un des premiers placodermes. Sa tête et son corps étaient recouverts d'épaisses plaques, tandis que sa queue portait des écailles.
Il possédait des mâchoires mais pas de dents, et ses petits yeux étaient enfouis dans de grandes et profondes orbites. À chaque nouvelle phase géologique, son événement marquant est une nouvelle facette de la Terre. Cette fois, c'est l'apparition de montagnes en 2 endroits différents. La première orogenèse, phénomène de formation des montagnes, a lieu dans l'océan Iapetus après la collision de 2 continents, Laurentia et Avalonia. La seconde inclut également Laurentia et Armorica. 2 océans se ferment, le Iapetus et le Réique. Ailleurs, ce sont des glissements de plaques océaniques sous des plaques voisines qui se produisent. Plusieurs réactions physiques s'enchaînent les unes après les autres, faisant évoluer le monde. La température a considérablement augmenté et approche les 30 degrés sur Terre. Il faut dire que, la tête sous l'eau, nous n'avons pas vu à quel point les choses ont évolué également à la surface sur le continent. La végétation s'est beaucoup développée et la photosynthèse œuvrant, le taux de dioxyde de carbone chute. La végétation est de petite taille pour le moment, mais au cours du Dévonien, on retrouve les prémices de la forêt. Les stromatopores, des coraux tabulés et des coraux tétracorallières, poursuivent la construction des récifs. Ils prennent de l'ampleur, se diversifient, s'organisent et peuvent ainsi accueillir et abriter de nouvelles espèces. Les brachiopodes et autres spécimens à coquilles évoluent toujours dans les eaux du Dévonien. Les poissons à cuirasse prolifèrent. On peut apercevoir ici un Bothriolepsis et un peu plus loin un Dunkleosteus. Approchons tout d'abord du Bothriolepis. Celui-ci semble être un Bothriolepis canadensis, pour être précis. C'est un petit animal benthique. Autrement dit, il parcourt les fonds marins. Il préfère l'eau douce et fait partie des détritivores. Ce petit animal marin se nourrit donc de débris d'animaux, végétaux, fongiques, bref, tout élément organique en décomposition. Il mesure une trentaine de centimètres en général, mais peut atteindre 100 cm pour l'espèce la plus grande, le Bothriolepis maxima. Voyons maintenant d'un peu plus près le Dunkleosteus, qui fait partie de la famille des placodermes. Dunkleosteus était un poisson à cuirasse. Les poissons cuirassés, s'ils ont fait leur apparition au Silurien, règnent en maître au Dévonien. Ils deviennent les rois des océans et mettent à mal les euryptérides géants qui jusqu'ici étaient les prédateurs les plus dangereux. L'un de ces poissons cuirassés les plus longs, mais aussi les plus redoutables, c'est le Dunkleosteus. Ce poisson cartilagineux est l'un des premiers du genre Chondrictii. Il a des nageoires appareillées, des narines appareillées, des écailles et un cœur à chambre en série. Tu vois les nageoires, elles vont de pair de chaque côté de son corps. Il a des yeux assez volumineux et des dents, petites mais tranchantes. Il se nourrit de poissons et peut vivre en groupe. Celui-ci doit être un cladocélache élégant. Malgré sa taille, entre 60 et 180 cm, il est la proie favorite du mastodonte des mers, le Dunkleosteus. Les poissons à nageoires rayonnées continuent de peupler les océans, comme cet actinoptérygien Cheirilopsis. D'autres, comme les poissons à nageoires charnues, ont connu une évolution extraordinaire. Il s'agit des dipneustes. Ce sont des poissons pulmonés. En plus de la respiration branchiale, ces poissons sont dotés d'un poumon. Ce genre de poisson connaît des morphologies bien différentes. Voici un lépidosirien paradoxa. Plutôt longiligne, il a une nageoire médiane qui entoure la partie postérieure du corps. Il a également des nageoires pectorales et pelviennes, mais elles ressemblent plus à des excroissances filiformes. Voici un autre congénère de la même famille, le Neoceratodus forsteri. Il est bien plus trapu, mais il fait bel et bien partie de la même famille. Autre particularité de ce poisson, sa capacité à respirer à l'air libre avec autant de facilité que descendre à 30 mètres de profondeur sous l'eau. Il est capable, par exemple,
de ramper dans la boue, ou bien encore, pour certaines espèces de dipneustes, de créer un terrier dans la boue, fabriquer un cocon en sécrétant un mucus qui semble assimilé à un tissu vivant aux propriétés antimicrobiennes. Toutes ces facultés extraordinaires l'ont sans doute aidé à survivre malgré les changements climatiques et physiques que la planète a pu connaître au cours des millions d'années qui ont suivi. Nous nous situons maintenant entre moins 359 à moins 299 millions d'années. C'est durant le Carbonifère que la Pangée apparaît. La quasi-totalité des continents se soudent en une seule et même masse continentale. Un autre élément à retenir sur cette phase géologique, c'est l'importante transgression des eaux chaudes de la Paléothétis sur les plateformes continentales. Elle permet à de nombreux récifs coralliens de se développer. L'érosion apporte également de nombreux changements. Elle favorise la formation de montagnes, mais également la végétation. La quantité de CO2 va donc largement décroître et dans le même temps faire baisser la température de la planète, qui est maintenant d'environ 15 degrés Celsius. Si la famille des arthropodes comme le trilobite que nous avons pu découvrir au Cambrien est en perte de vitesse et court à sa fin, d'autres spécimens marins poursuivent leur évolution. Du fait de la constitution des récifs de corail, la population de certains groupes d'animaux marins prolifère. Les brachiopodes, les échinodermes et les mollusques par exemple, résident dans ces eaux chaudes. Tiens, voici un membre de la famille des brachiopodes, le Productus subaculeatus. Sa coquille est très petite, entre 12 et 24 mm seulement. Il se promène non loin de ce qui s'apparente de loin à une plante, mais qui n'en est pas tout à fait une. Les crinoïdes ont une morphologie qui rappelle un végétal. C'est d'ailleurs à cette ressemblance qu'elles doivent leur nom. Crinoïde signifie lys de mer. La tige peut être plus ou moins longue et les racines se fixent dans le fond marin. À l'autre extrémité, on peut voir une couronne. Elle est constituée des différents bras ramifiés du crinoïde. C'est un véritable abri pour de nombreux animaux marins, comme les gastéropodes par exemple. Si ces bras forment un refuge, ils lui permettent également de se nourrir de plancton par filtration. La tige, quant à elle, constitue un squelette calcaire. Ce spécimen, tu l'auras sans doute deviné, fait partie de la famille des requins. Le plus impressionnant chez ce poisson est sans aucun doute sa mâchoire. Regarde bien. Tu remarqueras alors que sa mâchoire inférieure est en forme de scie circulaire. Cela ne présage rien de bon pour les autres petits vertébrés qui croiseront sa route. Une autre famille de requins à la forme plutôt étrange est la famille des Stetacanthus. Voici l'un d'entre eux, un Stetacanthus altonensis. Sa nageoire dorsale ressemble à une sorte d'enclume. Était-ce pour effrayer ses prédateurs potentiels ou un atout charme pour la période de reproduction ? Difficile à dire. Ce spécimen est l'un des premiers poissons cartilagineux qui ait nagé dans l'océan. Il partage ce petit exploit aux côtés du Cladocélache et du Gladbacchus. Il apprécie beaucoup les petits poissons, mais également les amphibiens primitifs qu'il parvenait à chasser sans trop de difficultés. Nous arrivons maintenant à la dernière phase géologique du Paléozoïque, le Permien. Cette période se situe entre moins 299 à moins 251 millions d'années. La Pangée est terminée. La température oscille entre 15 et 18 degrés. L'oxygène contenu dans l'atmosphère a continué d'augmenter, sans aucun doute grâce à la végétation du continent qui poursuit sa conquête du moindre kilomètre carré en surface. Les récifs sont un véritable vivier marin. Ils sont essentiels pour la survie de bon nombre d'espèces. Les coraux, bien sûr, favorisent leur développement, mais ils sont loin d'être les seuls. Dans cette zone intertropicale, tu peux voir une grande éponge jaune. Non, ce n'est pas un rocher, mais bel et bien une éponge gigantesque. Celle-ci avoisine sûrement les 2 mètres.
Beaucoup d'animaux filtreurs résident ici. On peut voir des brachiopodes, mais aussi des mollusques. Celui que tu vois là est un Coperoceras texanum. Comme tu peux le voir, cette espèce a développé des épines tout au long de sa coquille. Cela lui assure un moyen de défense efficace contre certains prédateurs. Ces poissons au squelette cartilagineux sont présents depuis plusieurs millions d'années maintenant et ils continuent de se développer au Permien. Ils ont des muscles adaptés à la nage, des organes sensoriels de plus en plus développés et une mâchoire puissante. L'Ibodus ressemble beaucoup plus au requin que l'on connaît aujourd'hui. Il pouvait atteindre 2 mètres de long. Prédateur hors pair, sa morphologie lui permettait de chasser de nombreux types de proies. La forme de ses dents permet d'ailleurs d'avancer le fait qu'il se nourrissait aussi bien de poissons que d'autres animaux marins. Voici un autre spécimen de la même famille. Malgré son apparence, l'Orathancatus est bel et bien un requin primitif. Il a en effet un corps plutôt long et mince, mais il est aussi doté de dents acérées. Contrairement aux poissons précédents, ceux-ci sont des poissons au squelette osseux. Autre spécificité de cette famille de poissons vertébrés, la nageoire rayonnée, c'est-à-dire avec une pièce osseuse rigide. Voici un Eduela blainvillei. Il mesure entre 5 et 20 cm pour les spécimens adultes. Sa nageoire dorsale se situe dans la continuité de la nageoire anale. Il possède également des nageoires ventrales, mais elles sont assez petites et fines. Il devait sans doute être un bon nageur. Cette faculté était sûrement une technique de survie essentielle afin de fuir ses nombreux prédateurs, comme l'actinodon, un amphibien temnospondyle, ou encore les requins, comme l'Exploracanthus. Nous n'avons pas évoqué cette famille jusqu'ici. Elle est pourtant apparue au Carbonifère, mais elle s'est surtout développée au Permien et au Trias. Certains d'entre eux mesurent à peine quelques centimètres, tandis que d'autres avoisinent les 10 mètres. Comme tu peux le voir, cette catégorie est donc très variée. Aussi incroyable que cela puisse paraître, dans cette classe, il y a la famille des temnospondyles. Ils sont carnivores et ont su se faire une place sur terre comme en mer et en eau douce. Voici l'un d'entre eux, un Neriops megacephalus. Il est assez impressionnant, n'est-ce pas? Généralement compris entre 1,5 et 2 mètres, il peut mesurer jusqu'à 3 mètres et pèse sans doute alors 200 kg au moins. Sa bouche énorme ne laisse pas laisser présager ce qu'il y a à l'intérieur. Mais si tu t'approches un peu et qu'il ouvre sa mâchoire, tu verras qu'il a de nombreuses dents recourbées. Incroyable pour un amphibien, non? Elles ont également un émail avec un motif plissé. Même son palais est formidablement équipé. Il y a 3 paires de crocs recourbés vers l'arrière. C'est un véritable piège pour les proies, même les plus glissantes. Aucun des animaux aquatiques que nous avons rencontrés ne semble s'apercevoir des changements drastiques qui se mettent en place et des graves conséquences qu'ils s'apprêtent à subir. La réunion de tous les continents en un seul bloc provoque une réduction généralisée du niveau de la mer. La formation de la Pangée conduit donc à la réduction de la surface des mers, qui étaient largement peuplées. Le niveau de la mer baisse de 250 mètres. Les mers sont alors peu profondes, les eaux stagnantes et chaudes, peu oxygénées et donc défavorables à la vie animale. Les courants chauds autour du pôle sud et l'augmentation de la teneur en CO2 de l'atmosphère ont permis la fonte de la calotte polaire qui recouvrait jusqu'ici le pôle. Ces changements en entraînent d'autres. Les calottes de glace ne sont plus là, ou trop peu nombreuses, pour réfléchir l'énergie solaire vers l'espace. Les éruptions volcaniques intenses s'enchaînent et enrichissent l'atmosphère en CO2. Le réchauffement climatique est en marche. Le gaz à effet de serre s'est conjugué au CO2, augmentant encore plus l'intensité de ce réchauffement. L'augmentation de la température des océans a déstabilisé les gisements de méthane stockés dans les fonds océaniques. D'immenses éruptions de basalte ont lieu en Sibérie, recrachant dans l'atmosphère toujours plus de CO2. La plus grande crise biologique de tous les temps est en marche. Rien ne pourra plus l'arrêter.
Bien moins connue que la disparition des dinosaures, la crise Permien-Trias est pourtant la plus meurtrière. L'extinction Permien-Trias est l'une des plus meurtrières, peut-être même la plus dure que le monde ait subie. 90% des espèces marines, 75% des vertébrés, la quasi-totalité des amphibiens primitifs seront anéantis de la surface du globe. Après cette crise, la nature reprend ses droits. La vie reprend son cours. Rien n'est simple. Il faut du temps, mais la nature est incroyable. Nous entrons maintenant dans le Mésozoïque. Il se situe entre moins 251 et moins 66 millions d'années. Si le début du Paléozoïque marque un tournant pour les organismes vivants grâce à l'apparition des cellules spécifiques, le Mésozoïque, quant à lui, est le témoin de nouvelles espèces émergentes telles que les mammifères, les oiseaux, les dinosaures bien sûr, et les angiospermes. Ces derniers sont des plantes qui peuvent former des fleurs puis des fruits. Ce phénomène exerce alors un impact énorme sur l'écosystème terrestre. Divisé en 3 périodes, le Trias, le Jurassique et le Crétacé, le Mésozoïque débute sur un seul et même continent, la Pangée. Puis, au fil des périodes, des terres vont se dessouder, se décrocher, dériver et donner le monde géographique que l'on connaît aujourd'hui. Au Trias, la totalité des continents était réunie en une seule et même terre appelée la Pangée. Mais petit à petit, 2 ensembles se séparent pour donner naissance à la Laurasia et au Gondwana. Le climat devient plus changeant. On trouve des zones tropicales, d'autres plus tempérées et des zones sèches et arides. Il semble y avoir également des étés et des hivers plus marqués. La faune et la flore se sont adaptées à ces nouvelles conditions. À la base de la chaîne alimentaire, on retrouve les spongiaires, les polypes, les crinoïdes. Les insectes vont également devenir de plus en plus abondants, en particulier au Jurassique. Ces animaux permettent à d'autres de survivre, notamment les poissons. Nous sommes ici durant la première phase du Mésozoïque. Sur l'échelle du temps géologique, le Trias se situe entre moins 252 à moins 201 millions d'années. La température moyenne est de 18 degrés, mais elle peut varier en fonction des régions. Certaines sont désertiques, d'autres touchées par la mousson. Les zones glaciales sont très peuplées, les zones tempérées sont déjà plus vivables. Mais c'est surtout dans les zones tropicales que la vie est la plus effervescente dans l'océan. L'atmosphère est constituée de 18% d'oxygène, mais contient très peu de CO2, seulement 0,25%. Le climat était plus chaud. Durant tout le Mésozoïque, la Terre n'a pas connu de glaciation. L'océan tente de reconstituer les récifs, le premier habitat sous l'eau pour une grande partie d'espèces aquatiques. Les coraux tétracorallières ont été largement anéantis. Petit à petit, les coraux hexacorallières prennent leur place. Tu peux voir ici des algues calcaires qui soutiennent les coraux dans ce dur labeur de construction d'un récif. Bientôt, la vie pourra foisonner à nouveau. Au Trias, des espèces qui avaient tenté de se développer au Permien parviennent enfin à se faire une petite place dans ce monde. Les ammonites et les oursins, par exemple, se diversifient et prolifèrent. Regarde, juste là, tu peux apercevoir une Cryocératite émerici, elle fait partie des ammonites. On la surnomme ammonite déroulée. Tu comprends sans doute pourquoi. Sa coquille s'enroule sur elle-même et forme une protection efficace contre certains prédateurs. Un peu plus loin, une autre ammonite, Ceratite semipartitus, qui part en quête de nourriture. Le Mésozoïque est souvent surnommé l'âge des reptiles. Au Trias, ces derniers vont rivaliser avec les vertébrés. Sur Terre comme en mer, ils prennent le pouvoir. Ce groupe de reptiles ressemble un peu à des dauphins. Ce sont des ichthyosaures. Il y a un Californosaurus et un peu plus loin, un Utahthusaurus. Ces spécimens marins mesuraient entre 1 et 10 mètres de long. Ils se nourrissent exclusivement de poissons. Comme tu peux le voir, ces espèces étaient vivipares. Cette femelle est en train d'expulser son petit.
Dans la catégorie des prédateurs, les ichthyosaures devaient partager l'espace avec les Notosaurus. Ce reptile est semi-aquatique. C'est un Notosaurus. Il ressemble un peu à un lézard. Observe bien ses pattes, elles sont équipées d'orteils palmés. Il peut donc facilement nager, mais aussi se déplacer sur la terre ferme. Il a un long cou, un long museau et des dents très fines et pointues. Sa queue lui servait de propulseur pour se mouvoir dans l'eau plus rapidement. Son mets favori est le poisson, mais il lui arrive de se nourrir d'autres animaux marins s'il n'a rien d'autre à se mettre sous la dent. Même s'il est adapté à la nage, il pond ses œufs sur la terre ferme. Il n'est pas totalement adapté à la vie aquatique, même s'il se débrouille plutôt bien dans l'eau. Il vit sur le littoral et passe une partie du temps hors de l'eau lorsque cela s'avère nécessaire. Voilà un Serisiosaurus calgagné qui se présente à nous. Chez lui, on ne voit plus du tout d'orteils. Ils ont été remplacés par de véritables nageoires. Comme tu peux le voir, son cou et sa queue sont très longs. Il est un très bon nageur et il est également très rapide dans l'eau. C'est un précieux atout pour la chasse. Il vit dans les lagunes aux côtés de Notosaurus, mais aussi des Pachypleurosauridés. C'est l'un des plus grands vertébrés marins du Trias. Ces petits lézards d'eau n'ont vécu qu'au Trias. Voici un petit Kekosaurus. Cet animal de forme allongée pouvait mesurer jusqu'à 1 mètre de long. Ses membres sont en forme de pagaie. Ils lui permettent de se déplacer dans l'eau avec une facilité déconcertante au vu de sa taille et de son poids. Dans la famille des Pachypleurosaures, on retrouve également l'Anorosaurus et Dactylosaurus. Ce sont les premiers de cette famille à avoir vécu en Europe. Le Serpienosaurus vivait dans les mêmes régions. Nous allons maintenant devoir quitter ce petit monde afin de découvrir le Jurassique. Le Jurassique suit directement le Trias. Cette période est très favorable aux espèces marines. La transgression débute et envahit une grande partie des continents. Tu dois d'abord observer la flore afin de pouvoir noter et comprendre les changements qui se sont opérés. Les radiolaires comme l'Ellipsocypus ou le Saturnalis sont des animaux planctoniques unicellulaires de quelques centaines de micromètres de diamètre. Ils fournissent la silice nécessaire aux algues vertes qui prolifèrent. Les radiolaires seraient apparus en partie grâce aux éruptions volcaniques sous-marines. Ces petits organismes complexes sont aussi utiles qu'esthétiques. Regarde cette Sagenoschena stellata. Lorsque les parties molles meurent, voici ce que tu peux retrouver comme structure sous la mer. C'est son squelette. La formation en étoile est magnifique. Ces petits organismes radiolaires foisonnent au Jurassique. La raison la plus probable de cette abondance serait la remontée des eaux froides profondes. Riches en nutriments, elles ramènent à la surface de l'océan de nombreux éléments nutritifs. Les radiolaires sont également des espèces symbiotiques. Des algues, unicellulaires ou dinoflagellées, vivent en harmonie avec ces planctons silicieux marins. Au beau milieu de ces algues vit un Ildocéras bifront. Ce petit prédateur attrape ses proies à l'aide de ses tentacules. Pour le moment, il n'a pas l'air d'être en chasse. Il a sûrement dîné il y a peu. Cela nous laisse tout le loisir de l'observer d'un peu plus près. Sa coquille est en spirale aplatie. Tu remarques qu'elle est très nervurée et tout en relief. À l'intérieur, il y a des chambres. Celles-ci sont remplies d'air et permettent la flottabilité de notre Ildocéras bifront. Ce spécimen est sans doute une femelle. Les femelles sont plus grosses que les mâles. Elles mesurent entre 95 et 175 mm alors que les mâles ne dépassent pas les 40 mm. Tiens, voici un Stenopterygius. Il fait partie de la famille des ichthyosaures que nous avons déjà rencontrés. Son apparence et son comportement sont très similaires à ceux des dauphins. Il nage le plus clair de son temps dans les eaux profondes. Il chasse et se nourrit de poissons,
mais aussi de céphalopodes, mollusques équipés de tentacules. Les cellules spécifiques se sont largement développées et affinées depuis le Cambrien. Notre Stenopterygius a une peau composée de 2 couches distinctes, l'épiderme et le derme. Il dispose également d'une couche de graisse qui lui permet de préserver la température interne de son corps. Mais ne nous attardons pas trop. Nous avons rendez-vous avec un plésiosaure et il n'aime pas attendre. Voici Elasmosaurus platurus. Il fait partie de la famille des plésiosaures, ces reptiles marins au long cou. Celui-ci doit mesurer 7 ou 8 mètres de long, mais il peut aisément atteindre les 10 ou 15 mètres à l'âge adulte. À l'intérieur de son cou se logent plus de 32 vertèbres cervicales. On pourrait croire que leur corps est en tonneau. Ce long cou et ses petites pattes ne l'aidaient pas beaucoup à sortir son épingle du jeu dans l'océan. Mais malgré les apparences, ce monstre marin est plutôt agile et très puissant. Tout d'abord, ses pattes constituent également des nageoires. Celles-ci lui permettent de nager un peu à la manière des tortues. Il explore les océans et ne se limite pas à un territoire donné. Il est vif et doté d'une mâchoire très puissante. Il devient très vite un prédateur redouté aux 4 coins du globe. Non loin de là, un autre membre de la famille des plésiosaures rôde. C'est un Morturneria seymouriensis. Il n'a pas adopté le même régime alimentaire que les autres membres de sa famille. Comme tu peux le voir, sa mâchoire et sa dentition sont totalement différentes de l'Elasmosaurus platurus. Il a des dents longues, fines et surtout orientées vers l'extérieur. Après plusieurs années d'études et de recherches sur le squelette de l'un d'entre eux, nous savons aujourd'hui que ce spécimen particulier de plésiosaure se nourrit à la manière de baleines à fanon, par filtration. Lorsqu'il ouvre la bouche, il capte une grande quantité d'eau contenant du krill, des minuscules crevettes, des petits poissons ou de petits coquillages. Il rejette l'eau à travers ses dents et retient son petit déjeuner. Pour la petite anecdote, les plésiosaures ne seraient peut-être pas tous éteints. La légende écossaise du Loch Ness affirme que l'un d'entre eux, nommé Nessie, y vivrait toujours. Les algues microscopiques qui servent d'éléments de base à la chaîne alimentaire marine croissent à une vitesse faramineuse. Tu ne peux pas les voir à l'œil nu, mais cette eau grouille de Coxolithophoridés. C'est une algue verte unicellulaire entourée d'une carapace ou teste calcaire formée de disques. Ces algues constituaient l'essentiel du phytoplancton au Crétacé et elles étaient la base des écosystèmes marins. Elles profitent au grand groupe des invertébrés toujours présents au Crétacé. Les mollusques comme les ammonites ou les rudistes, les éponges, les échinodermes comme l'holothurie, les crinoïdes ou encore les éponges et les cnidaires, méduses, coraux, se multiplient et se diversifient. Plus nombreux, ils permettent à d'autres animaux, notamment les vertébrés comme les poissons, les requins et les reptiles marins de survivre, de se multiplier et de se développer à leur tour. Au sommet de la chaîne alimentaire, ce sont les reptiles. Les ichthyosaures déclinent au profit des plésiosaures et des mosasaures. L'Hydropterosaurus que tu vois pêcher au beau milieu de ce banc de poissons est un plésiosaure. Il mesure 13 mètres. Si sa petite tête ne mesure que 33 cm, son cou ne compte pas moins de 60 vertèbres. Il se sert de ses membres comme des pagaies. Il peut se déplacer verticalement, horizontalement et même tourner grâce à ses pattes nageoires. Il lui suffit d'accélérer la cadence pour se propulser sur une proie et la capturer. Cet animal est très impressionnant. Regarde la manière dont il se déplace. Mais remontons un peu en surface. Tu vois ce reptile ? C'est un mosasaure. Il a l'œil sur ce ptéranodon. Le volatile est occupé à surveiller un banc de poissons et ne voit pas qu'il est à la merci du reptile. Il l'attrape en une fraction de seconde. Ce mastodonte est un mosasaure tylosaurus. Il est proche du varan et du serpent. Chez lui, tout semble démesuré.
Il a une morphologie adaptée à la prédation. Même sa queue est incroyablement musclée. Il est équipé de 2 paires de nageoires et celles-ci sont très efficaces. Il est un nageur hors pair, habile, rapide et puissant. Autre particularité du Tylosaurus, sa tête est longue ainsi que son corps. Comme tu peux le voir, son museau est marqué. Il faut dire que ces mosasaures sont réputés pour leur férocité. Ils pouvaient s'attaquer à d'autres prédateurs ou bien se battre avec leurs propres congénères. Les combats étaient terribles. Ils se nourrissent de poissons, mais aussi d'oiseaux marins, de tortues marines et même de plésiosaures. Nous allons quitter le Crétacé avec ce dieu des mers. Notre voyage dans le temps et dans l'océan s'achève ici. À la fin du Crétacé, la Terre est percutée par une météorite géante qui, en obscurcissant l'atmosphère, provoque l'effondrement de la production primaire des océans. Les différents animaux de la chaîne alimentaire sont à la disette. La famine tue. Les ammonites, rudistes, les dinosaures non-aviens et bien d'autres sont rayés de la biosphère. Plus rien ne sera jamais comme avant. Mais tout cela, tu auras peut-être la chance de le découvrir dans un autre voyage.